à Jérusalem, nous retrouverons comme chaque matin les studios Kalita, notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Et encore ce matin, encore une fois, on commence ce journal par l'annonce du décès de 2 nouveaux soldats. Oui, effectivement, Ilana, il s'agit du capitaine Asaf Master, 22 ans, du kibbutz Bachar, qui était commandant d'un peloton dans le bataillon 601 de la brigade 401, et du capitaine Kfir Yitzhak Franco, 22 ans, de Jérusalem, lui aussi commandant d'un peloton dans le bataillon 52 de la brigade 401. Les 2 officiers sont tombés dans un combat avec les terroristes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Que leur souvenir soit béni. Plusieurs soldats ont également été sérieusement blessés au cours de ces combats. Et le président américain Joe Biden a réaffirmé son plein soutien à l'État d'Israël en guerre. Oui, dans une intervention à San Francisco il y a quelques heures, le président américain a affirmé que l'opération israélienne dans Gaza allait se poursuivre jusqu'à ce que le Hamas soit dépossédé de sa capacité de tuer et de faire de terribles choses aux Israéliens, a dit le président. À propos de l'opération israélienne dans l'hôpital Shifa, le président Biden a dit: il a été prouvé que le Hamas possédait un quartier général et du matériel sous l'hôpital. Le président Biden a également fait une très nette distinction entre les opérations israéliennes dans la bande de Gaza et les bombardements de la Russie en Ukraine. Tsahal, a-t-il dit, reconnaît sa nécessité d'agir prudemment, mais il est confronté à un dilemme terrible sur la manière de le faire. Nous avons demandé aux Israéliens d'être prudents. Le président Biden a répété que le Hamas avait commis des crimes de guerre. Et enfin, à propos des otages, le président a dit qu'il était très impliqué dans les pourparlers et qu'il y avait une étroite collaboration avec le Qatar. Enfin, le président a réaffirmé que la création d'un État palestinien était selon lui la seule solution au conflit actuel. Et justement, à propos des otages, Daniel, on parle encore et toujours d'un accord imminent ou proche. Oui, effectivement, même si certains font montre d'optimisme prudent, force est de constater que les pourparlers ne se sont pas encore concrétisés. Le principe de base d'un tel accord serait le suivant: plus d'otages seront libérés, plus la trêve dans les combats sera prolongée. Pour l'instant, le Hamas a donné son feu vert à un marché sur la libération d'une 50aine d'otages israéliens en échange de 5 jours de trêve, de la libération de femmes et d'adolescents terroristes détenus par Israël et de milliers de litres de carburant. Côté israélien, on ne veut pas entendre parler de moins d'une centaine d'otages libérés. Quant aux familles des otages, elles veulent voir, bien entendu, tous les otages rentrer au pays le plus vite. À noter qu'hier, des dizaines de membres des familles des otages ont assisté au match entre Israël et la Suisse dans les éliminatoires de l'Euro 24, un match qui s'est tenu à Budapest à cause de la guerre et qui s'est terminé sur le score de 1-1. Sur le terrain, à présent, les forces israéliennes sont toujours dans les alentours de l'hôpital Shifa. Oui, un hôpital qui est de facto tombé entre les mains de Tsahal et que les forces de Tsahal ont exploré hier. Durant cette visite, entre guillemets, les forces israéliennes ont découvert une salle de communication très sophistiquée qui a servi aux communications du mouvement terroriste. Elles ont apparemment également retrouvé des éléments précieux pour la recherche des otages. L'armée a également livré à l'hôpital des incubateurs et du matériel médical. Désormais, il semble que l'objectif majeur suivant de Tsahal sera la ville de Khan Younes, qui est la ville la plus importante du sud de la bande de Gaza et le bastion de la famille Sinoir. Hier soir, Tsahal a largué des tracts demandant à la population de la ville de l'évacuer dans le nord du pays. La journée a été marquée par de nouveaux tirs du Hezbollah en direction d'Israël et par des ripostes de l'armée de l'air. Et pendant ce temps, une déclaration intéressante et plutôt inattendue du leader suprême iranien. En effet, Ali Khamenei s'est adressé à Ismail Haniyeh, le patron politique du Hamas. Il lui a dit que l'Iran n'entrera pas en guerre pour venir en aide au Hamas. Nous n'avons pas été tenus au courant de votre attaque du 7 octobre, a dit Khamenei pour justifier le positionnement iranien. Une déclaration d'ailleurs qui contraste singulièrement avec les informations diffusées peu après le 7 octobre selon lesquelles c'est l'Iran qui aurait planifié avec le Hezbollah et le Hamas l'opération du Hamas afin entre autres de torpiller un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et puis enfin, pour terminer, le Conseil de sécurité de l'ONU, on l'apprenait, a voté la nuit dernière une résolution autour du conflit. Oui, il s'agit d'une résolution appelant à des trêves humanitaires, à plus d'aide humanitaire pour la population palestinienne de Gaza et à la libération immédiate et sans condition de tous les otages. Les États-Unis n'ont pas fait usage de leur veto pour annuler cette résolution. 12 pays ont voté en faveur de la résolution, 3 se sont abstenus, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'ambassadrice américaine a affirmé qu'elle ne pouvait voter en faveur d'une telle résolution car celle-ci ne condamne pas les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. Quant à l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardan, il a déclaré que la résolution de l'ONU était déconnectée de toute réalité et qu'elle n'aura aucune signification sur le terrain.
page météo pour compléter ce premier journal. Le temps sera moins couvert, on va dire peut-être plus ensoleillé. Avec des températures en légère hausse, il fera 22 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. Nous sommes en ligne avec Michael Picard. Michael, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, cher Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vous ai sollicité parce que nous avons eu une conversation en dehors, hors antenne, sur justement cette région dans laquelle vous avez vécu une bonne partie de votre vie. Vous allez nous dire combien d'années. Cette région du Gush Katif qui a été évacuée en août 2005 à la suite d'une décision du gouvernement d'Ariel Sharon, qui a été évacuée, il faut le rappeler également, par l'armée israélienne. Et aujourd'hui, il y a des anciens habitants du Gush Katif. Vous vivez aujourd'hui actuellement à Jérusalem. Il y a aujourd'hui des anciens habitants du Gush Katif qui n'écartent pas l'option, la volonté, en tout cas qui en ont la volonté de proposer, de réinstaller, on va dire, les localités du Gush Katif ou de réinstaller des localités à l'intérieur de la bande de Gaza. Alors, première question, je vais être la main sur le cœur. Est-ce que vous pensez, Michael, que c'est réaliste ou plutôt que c'est une utopie que l'on veut essayer de tenter de concrétiser, mais que ça ne peut pas se concrétiser dans la situation actuelle ? Bon, alors, on va commencer par dire que tout est utopie. Et la fondation de l'État d'Israël, c'était une utopie. Vous saviez bien que c'est à une voix que le gouvernement provisoire, à une voix de majorité, qu'il a décidé de créer cet État. Il y avait des oppositions, puisque c'était dangereux, il y avait un danger objectif à fonder cet État. Quand Hanan Porat est allé voir Eshkol après la guerre de 6 jours pour le supplier de réouvrir, de se réinstaller à Kfar Etzion, c'était aussi considéré comme une utopie. Eshkol appelait les jeunes de Kfar Etzion Kinderlech, les enfants, allez, calmez-vous. Donc, il est tout à fait normal que cette utopie soit apportée et monte comme sujet. Et je pense que cette utopie deviendra une option tout à fait possible. Et il y a de nombreux habitants comme vous du Gush Katif qui nourrissent depuis août 2005, depuis on va dire maintenant donc plus de 18 ans, l'espoir d'un retour sur place, sincèrement. Écoutez, il y a l'idéologie et il y a la mise en pratique de cette idéologie. Il y a cette tremblement de terre qui est représenté pour nous, cette expulsion de Gush Katif a exigé des forces morales et beaucoup de patience, enfin, à exiger de nous réorganiser dans notre nouveau village. Mais il y avait absolument comme rêve et espoir de retourner à Gush Katif. Il semblerait peut-être plus pratique pour les jeunes de mettre ceci de résolutionner ce problème. Mais je peux vous dire que en ce qui concerne Hana et moi, et il a toujours été évident pour nous que le jour où on pourra revenir, on reviendra. Nous avons vécu 17 ans à Nixan, depuis un an nous sommes installés à Yerushalayim, et dès que les portes de Gush Katif s'ouvriront pour nous, on ira reconstruire notre maison à Gush Katif. Combien de gens voudront réaliser ceci? Ce sera peut-être les anciens qui retourneront, ce sera peut-être d'autres Israéliens. Toujours est-il que c'est un devoir. On ne peut pas imaginer que les habitants des kibbutzim, comme à Be'eri, à Kfar Aza, à Niram, Niroz, retournent dans leur kibbutzim
sans qu'il y ait une garantie de sécurité. Il ne peut pas y avoir de sécurité du côté de Gaza s'il n'y a pas un contrôle israélien. Et il ne peut pas avoir de véritable contrôle israélien s'il n'y a pas d'Ikashmut. Vous pouvez écouter les Bitronistim, ce mouvement de... Oui, les sécuritaires. Et dirigé par des généraux de réserve qui le disent d'une manière absolument évidente. Si on a quitté le sud du Liban, c'est parce que c'était incontrôlable pour l'armée, c'était impossible pour l'armée de vraiment résister à l'hostilité des Libanais, de la Hezbollah, parce que c'était uniquement l'armée qui était totalement assiégée. Alors que si il y a une population civile qui est installée en l'occurrence dans la bande de Gaza, c'est tout à fait une autre atmosphère, c'est tout à fait, vous avez des milliers et des milliers de civils qui habitent, l'armée vient, elle n'est pas enfermée dans sa ville, mais elle garde les Yishuvim, les habitants des Yishuvim circulent, ça crée toute une dynamique qui donne ce que vous avez en Judée-Samarie, un contrôle presque parfait, malgré les attentats ici et là. Mais j'ai compté ce matin le nombre d'Israéliens du Gush Katif qui ont été tués entre 1967 et 2005. On parle de 50. Et comparer ceci à ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah, c'est absolument incomparable. Tout de même, il faudrait que le gouvernement, il faudrait que le peuple en lui-même soit convaincu. Comment fait-on pour aujourd'hui, lorsque l'on est des anciens habitants du Gush Katif, comment fait-on pour retourner l'état d'esprit du peuple, pour profiter, si vous voulez, de cet état d'esprit, pour profiter de cette situation? Oui. Ah, on ne vous entend plus, Michael. Alors, on ne vous entend plus. Daniel ? Oui, voilà, on vous entend là. On vous entend à nouveau. Je vous demandais, comment fait-on? Parce qu'il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait un retour d'une population civile dans la bande de Gaza, il faudrait que le gouvernement y soit favorable, il faudrait qu'une partie de la population israélienne y soit favorable. Comment fait-on pour... Ah, on a perdu Michael Picard, là. Retrouvé, c'est bon. Michael? Oui, je suis avec vous. Voilà. Allez. Alors, je vais reposer ma question. Comment fait-on pour convaincre, persuader les autorités, c'est-à-dire le gouvernement israélien, certainement aussi l'armée, mais aussi la population civile, la population israélienne, de la nécessité d'une implantation retrouvée dans la bande de Gaza, alors qu'on va dire que la bande de Gaza aujourd'hui, c'est considéré comme, en fait, les portes de l'enfer, on va dire. Bon, tout d'abord, tout le monde doit bien comprendre que Gaza, ça fait partie d'Eretz Israël. Avraham Avinu, Yitzhak Avinu. Oui, c'est dans la paracha de cette semaine. Voilà, ils sont installés à Grar. La Moetza Ezorit, c'est le conseil municipal arabe de la région d'Ir el-Balach, s'appelle Grara. C'est-à-dire que vous savez que les Arabes, Dieu merci, conservent les noms bibliques. Il y avait une présence juive tout au long de l'histoire. Tout le monde a connu le Rabbi Israël Nadjara, qui a composé le Yaribon Olam, qui était le grand rabbin de Gaza. Il y avait une constante présence juive tout au long de l'histoire. Vous avez le kibbutz Kfar Darom qui se trouve à côté de Dir el-Balach, qui a été fait partie des Yishuvim qui ont été en 46, Motzei Yom Kippour 46 a été fondé parmi les 11 plantations qui ont été fondées par
le gouvernement provisoire, enfin, les instances officielles du Yishuv. Euh, Tout de suite après 67, les, Oui, ce kibbutz Kfar Darom a été remonté comme Yarzout. Donc, tout d'abord, la population israélienne doit bien comprendre que Gaza, c'est comme la Judée-Samarie, c'est comme le Galil, ça fait partie d'Eretz Israël. Maintenant, mais je ne dis pas. vous admettrez avec moi, Michael, que l'une des conclusions de l'expulsion des habitants du Gush Katif en 2005, c'était que finalement, derrière, le peuple ne sentait pas la nécessité de maintenir ces implantations à l'intérieur de la bande de Gaza, que Loït Nachalnu Balevavod, comme on le disait à l'époque, on n'a pas su peut-être faire passer ce message de l'importance de l'Haïti-Hashvout dans la bande de Gaza. Alors pourquoi aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé au cours des 18 dernières années, pourquoi aujourd'hui le peuple, comment ferait-on pour modifier cet état d'esprit du peuple? Que doit-on faire pour lui donner la possibilité d'envisager ne serait-ce qu'une implantation juive dans cette région? Si vous avez si vous avez écouté les témoignages des habitants des kibbutzim qui ont subi un massacre terrible le jour de Simchat Torah, et ils vous diront que ils ne pourront retourner dans ces kibbutzim que s'il y a une sécurité, que s'il y a absolument aucune présence arabe hostile dans la bande de Gaza. Alors, il semblerait que à ce niveau-là, il soit absolument favorable à une présence israélienne dans la bande de Gaza qui pourrait renforcer ce sentiment de sécurité. Alors, ceux qui habiteront dans la bande de Gaza devront peut-être faire part d'un certain courage, certaine abnégation, et c'est condition qu'on n'exige pas de tout le monde. Mais il faut bien comprendre que l'état d'esprit a changé. Vous savez bien que notre expulsion a peut-être été tragique pour nous, mais a changé la carte politique israélienne. Si jusqu'en 2005, le peuple israélien pensait qu'on pourrait arriver à une certaine paix, comme on disait, Shtachim Tmurat Shalom, on rend des territoires, on aura la paix. Depuis 2005, et surtout depuis Simchat Torah, tout le monde comprend que se retirer d'une région frontalière ou côtière, c'est une catastrophe. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des Israéliens votent à droite depuis 2005. Je pense que maintenant, ils pourront aisément voter également à gauche, puisqu'il n'y aura plus de différence. On entend le député Ben Barak dire des choses qui sont tout à fait Musclé. des positions de droite, c'est-à-dire il est absolument impensable de renoncer à la présence israélienne à Gaza. Donc, s'il y a une présence militaire et une présence israélienne militaire est tout à fait exigée par le peuple israélien, je pense que il faudra uniquement, de notre part, nous les anciens de Gush Katif ou les nouveaux adhérents, faire part d'un certain enthousiasme, d'un certain esprit pionnier pour pouvoir renforcer et y arriver. Je pense pas que ça sera facile. Vous savez que la Judée-Samarie a été peuplée seulement à partir des années 75 et surtout après l'avènement de Menachem Begin comme Rosh Memshala, et même avec Begin, ça n'a pas été simple. On a toutes les implantations vont fleurir dans les années 80, 85, et à partir de 92, ce sera de nouveau
avec le retour du gouvernement Rabin, il y aura un freinage. Mais c'est pas immédiat. Et je pense pas que le jour où la guerre sera finie, le lendemain, je pourrai me réinstaller à Neve-Kalim, mais on doit en parler. Je vous remercie de m'interroger sur cette question. Il faut créer une certaine abyra, une certaine ambiance, une certaine atmosphère. Il faut en parler. Il faut pas avoir honte d'en parler. Et on pourra passer aux actes dès que ce sera. Peut-être qu'il faudra faire quelques manifestations, peut-être qu'il faudra faire quelques itnachaluyot, peut-être qu'il y aura toutes sortes de stratagèmes. Mais je pense que c'est la seule manière d'envisager une présence sécuritaire dans la bande de Gaza. Ça doit absolument être appuyé et renforcé par la présence. Vous savez que le premier qui a parlé de Ityashut dans la bande de Gaza, c'était Yigal Allon. Mm-hmm. Il a parlé en... Mais oui, mais à l'époque, il y avait 300 000 habitants dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, il y en a 2 millions. C'est peut-être aussi il y a 2 millions, mais ceci, c'est un problème auquel il faut réfléchir. Vous avez l'avis des députés Danon et Ben Barak. Vous le savez mieux que moi. Mais c'est pas forcément ma condition. En ce qui me concerne, je dois faire mon travail. Si les 2 millions d'Arabes, je sais pas s'il y a 2 millions, mais si entre le million et les 2 millions d'Arabes habitants à Gaza, et il n'y a pas d'option militaire, il n'y a pas d'option hamasnikite ni de OLP, eh bien, il y aura un certain voisinage, cohabitation, et notre présence est absolument irréversible. Elle ne peut pas y avoir, comme je vous le redis, il ne peut pas y avoir de présence militaire uniquement qui peut tenir à long terme. Eh bien, Michael Picard, merci beaucoup de nous avoir fait partager, on va dire, votre opinion qui, on le voit, vous avez toujours je dirais la pêche, la volonté, en tout cas le désir de revenir et de vous investir à nouveau dans le développement de la terre d'Israël, y compris dans des endroits qui aujourd'hui sont considérés comme des endroits extrêmement hostiles, il faut bien l'avouer. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre opinion, qui est l'opinion de certains des habitants du Gush Katif évacués en août 2005. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, shalom. Shalom. Merci à vous. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, dans cette revue de la presse, on va d'abord parler du Yediot qui consacre une partie de sa une ce matin au retour de l'un des habitants de Kfar Aza chez lui, ou plutôt dans ce qui reste de chez lui. Et oui, Lana, il s'agit de Shai Hermesh qui fut député et président du conseil régional de Sha'ar HaNegev dans le sud du pays. Le 7 octobre, Shai Hermesh a perdu son fils Omer et sa maison a été totalement détruite par les terroristes. Il a été libéré par Tsahal, tenez-vous bien, le samedi soir 7 octobre à 2h du matin, soit près de 24 heures après le début de l'attaque. C'est la première fois qu'il est revenu hier sur place à Kfar Aza. On le voit en train de retrouver quelques habits dans un paysage de dévastation. Mais Shai Hermesh reste déterminé à reconstruire sa maison et sa vie sur les ruines de Kfar Aza. La manchette du Israël Hayom, elle est plus militaire, je dirais ce matin. Le quotidien parle en titre d'instant décisif avec l'entrée des forces israéliennes dans l'hôpital Shifa de Gaza hier, mais aussi avec la prochaine étape, à savoir la conquête de Khan Younes, la grande ville du sud de la bande de Gaza. L'autre grand titre ce matin dans le Yediot est plus politique, Daniel.
Oui, c'est le cabinet de guerre qui va devoir trancher, titre le Yediot Aharonot, et ce titre se rapporte à la conclusion d'un marché de libération d'une partie des otages. Un marché, dont on parle également en détail dans le Israël Hayom ce matin. Nahum Barnea révèle dans son éditorial que mardi soir, un marché a été proposé fermement au cabinet de guerre. La libération de 50 otages, femmes et enfants, ainsi que des personnes âgées en échange de 5 jours de trêve. Le cabinet devait le valider, mais cela ne s'est pas produit. La réunion du cabinet prévue hier également à ce sujet a été annulée. Apparemment, selon Barnea, Binyamin Netanyahu a compris le prix lourd qu'il allait falloir payer et il s'est rétracté au dernier moment. Et pour Barnea, ce type de conduite peut être destructeur et instaurer une forme d'incertitude dans le processus. Ronen Bergman confirme les affirmations de Nahum Barnea, mais il se montre plus compréhensif. La vérité, écrit-il, c'est que pour faire la décision, il faut conquérir toute la bande de Gaza et comprendre que le moment venu, Sinwar et Def s'entoureront des otages pour se protéger parce qu'ils savent qu'Israël hésitera alors avant de les tuer. C'est la vérité et il est temps de la révéler au public, écrit Bergman, qui souligne qu'Israël est encore loin de parvenir à ces deux objectifs avoués, à savoir la libération de tous les otages et la fin du Hamas. Dans le Israël Hayom, Ariel Kahana et Sherit Avidan Cohen évoquent tous les deux dans leurs éditoriaux le cruel dilemme de l'échelon politique. Ariel Kahana, comme Ronen Bergman, écrit que le public ne peut pas se faire une idée de l'ampleur de l'enjeu actuel. Et il suggère tout simplement de faire montre de beaucoup d'humilité face à la situation complexe à laquelle le cabinet est resté contraint. Et puis, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom reviennent sur le dilemme des forces israéliennes face au défi de l'hôpital Shifa. Oui, entre les impératifs opérationnels et les engagements humanitaires, titre ce matin le Yediot Aharonot. À ce propos, Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, parle de la conquête hier par Tzahal de l'hôpital et écrit: le Hamas comprend que pour Tzahal, il n'y a pas d'objectif qui ne saurait être atteint. Dans le Yediot Aharonot, Smadar Peri se penche ce matin sur cet hôpital Shifa, qu'elle qualifie d'hôpital de la terreur. Elle nous relate l'historique de ce complexe hospitalier transformé, au moins dans son sous-sol, en quartier général des forces terroristes du Hamas. Elle révèle par exemple qu'il s'agit du plus important des 35 hôpitaux dans la bande de Gaza, avec plus de 500 lits. Qu'il y a 2 mois, des médecins arabes israéliens sont venus à l'hôpital Shifa pour offrir une formation aux médecins palestiniens de Shifa. Elle parle du directeur de l'hôpital, le docteur Mohamed Abou Salamé, qui hier a donné des interviews aux médias internationaux sans relater que Tzahal lui avait apporté du matériel médical, sans préciser qu'il était ces jours-ci en contact étroit avec les fameux médecins arabes israéliens qui l'ont formé et qu'il était également en contact avec des responsables du Shin Bet qui lui ont proposé de l'aide. Et puis à propos des otages et de leurs familles, les quotidiens et les sites d'information nous détaillent cette formidable organisation et mobilisation en leur faveur. Oui, effectivement, c'est assez impressionnant quand on lit les quotidiens israéliens et les sites d'information, comme le Israël Hayom par exemple, qui nous montre une photo de quelques-uns des centaines de membres des familles d'otages qui ont été invités hier à participer à Budapest au match de football Israël-Suisse avec des avions affrétés spécialement au départ de l'aéroport Ben Gurion. Et puis les sites d'information nous montrent d'autres membres des familles des otages qui accompagnés par des citoyens israéliens solidaires poursuivent leur marche à pied vers Jérusalem, qu'ils atteindront probablement Shabbat pour y organiser un grand rassemblement de solidarité. Le Israël Hayom, lui, fait clairement passer le message des familles: nous voulons la libération uniquement de tous les otages. Et puis dans le Maariv, Daniel, de ce matin, en évidence une déclaration inattendue d'une des responsables du Likoud. Oui, il s'agit de Galit Distel Atbarian, qui était ministre de la Communication et qui a démissionné au début de la guerre lorsqu'elle a compris que son ministère n'avait plus le moindre pouvoir. Hier, elle a déclaré: les jours du gouvernement actuel sont comptés. Elle s'en prend dans une conversation en aparté avec une de ses amies, en particulier à Binyamin Netanyahou. Jusqu'au 7 octobre, je pensais que c'était Monsieur Sécurité. J'ai une immense colère envers lui. Et cela se rajoute aux déclarations faites hier par le chef de l'opposition Yair Lapid sur la chaîne 12, selon lesquelles il faut forcer Netanyahou à démissionner et former un gouvernement d'union conduit par le Likoud, affirme Yair Lapid. Enfin, le Israël Hayom de ce matin nous propose sur une double page un reportage intéressant lié à la guerre en Israël. Oui, en effet, le journal nous explique qu'une centaine de jeunes juifs du monde entier ont décidé, après la tragédie du 7 octobre, de faire leur aliyah et de s'enrôler dans les plus brefs délais dans Tzahal. Concrètement, ils seront enrôlés dans quelques semaines et parmi ces jeunes, le journal en a choisi 3. Esther Brown de Mexico, Avraham Matt, 20 ans du New Jersey, et Solal Tibi de Paris, 19 ans. Le Israël Hayom nous relate que Solal, qui fait partie
qui a fait une partie de sa scolarité dans le lycée de Mikvé Israël à Holon, était en France lorsqu'il a appris les événements du 7 octobre et c'est là qu'il a pris la décision de s'engager dans Tsahal et en particulier de s'enrôler dans la brigade des Golani qui, on le sait, a été durement touchée durant l'attaque du 7 octobre par le Hamas. Sa famille est, il faut l'avouer, très préoccupée par son choix, mais il reste déterminé. Je viens ici pour défendre mon pays, ensuite pour vivre en Israël, affirme-t-il, avec une ferme détermination. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Bendelac. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On sait que vous êtes économiste, bien entendu, de formation et d'expérience, mais on sait peut-être moins, mais on va en parler maintenant, que vous êtes aussi un expert de la société arabe israélienne. Vous avez écrit plusieurs ouvrages à ce sujet et je voudrais revenir avec vous sur le ressenti de la société arabe israélienne depuis le 7 octobre. On a enregistré hier de petite condamnation, on va dire, de 2 députés et eux, arabes israéliennes, qui avaient refusé de condamner les atrocités du Hamas le 7 octobre et qui ont été sanctionnés par la commission éthique de la Knesset. Alors c'est pas véritablement important, mais c'est dire ces condamnations, mais ce qui est important, c'est de constater que les députés arabes israéliens, une fois de plus, sont décalés par rapport au ressenti général dominant dans la société israélienne, et que ce ressenti, en tout cas selon un sondage qui a été rendu public il y a 2-3 jours, c'est une volonté de se solidariser plus encore avec l'État d'Israël, peut-être même avec ses symboles et certainement avec ses problèmes. Oui, absolument. Ça fait des années que les représentants des Arabes à la Knesset ne représentent plus l'immense majorité silencieuse des Arabes israéliens qui cherchent à s'intégrer et à vivre normalement dans l'État d'Israël. Et donc ces 2 députés, ce sont des exceptions, ce sont des brebis galeuses, j'allais dire. Mais ce qu'on a vu là, c'est que les Arabes israéliens ont eu un comportement exemplaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réagi comme ils avaient réagi précédemment lors des précédentes opérations militaires d'Israël, en manifestant, en montrant leur solidarité avec des manifestations parfois violentes. Cette fois-ci, le silence complet, le calme total, et comme l'a dit le directeur de la police il n'y a pas longtemps, c'est un comportement exceptionnel, parce que ça fait 75 ans qu'on attendait cela, qu'on attendait de voir les Arabes israéliens affirmer clairement qu'ils sont israéliens et qu'ils s'identifient à l'État d'Israël et qu'ils se désolidarisent des crimes perpétués par le Hamas. Je vais vous dire très clairement, cette guerre, c'est un tournant dans les relations juifs et arabes en Israël. Je voudrais être très précis sur un point. Est-ce qu'il y a eu une véritable condamnation massive de la part des différents partis politiques arabes israéliens, de la plupart des leaders, on va pas dire de tous, au niveau même, on va parler des élus locaux en particulier, des maires des villes arabes, des présidents des conseils régionaux arabes. Est-ce qu'il y a eu des condamnations très claires, sans ambiguïté du massacre ? Absolument. La plupart des élus locaux ont bien sûr dénoncé ces massacres sans ambigu. À la Knesset, le seul député qui l'a fait clairement, c'est Mansour Abbas, le président du parti islamique Ra'am, qui, ce n'est pas pour la première fois, contredit ses collègues députés. Mais j'allais presque dire, vous savez, le silence parfois est plus parlant que des condamnations. Est-ce que c'est pas un silence, Jacques, un silence de stupéfaction face à l'ampleur du drame, de l'horreur, qui fait que finalement les Arabes israéliens ont peut-être eu peur d'une réaction autre que celle de silence ou d'une condamnation? Alors, il y a eu, c'est vrai, le choc initial, comme tout le monde. Les Arabes ont été bien sûr choqués, comme les Juifs, de l'ampleur de ces crimes, mais ils ont très vite réalisé que le Hamas n'a pas distingué entre les Juifs et les Arabes. Pour le Hamas, tout Israélien est coupable d'être Israélien. Oui. Y compris d'ailleurs les étrangers, les Thaïlandais qui ont travaillé ici et qui ont été pris en otage. Oui, et les Arabes ont eu de nombreuses victimes. Il y a eu une vingtaine d'Arabes morts dans les premiers combats. Il y a 7 ou 8 otages arabes à Gaza.
Et donc, c'est pas seulement le choc immédiat, c'est, comme vous l'avez dit, ce sondage réalisé la semaine dernière, qui montre que pour la première fois en 75 ans, l'immense majorité des Arabes israéliens s'affirment israéliens et s'identifient à l'État juif. On n'avait jamais vu ça. Jamais. Alors, je voudrais aborder un point qui est un peu délicat, parce que l'une des réactions de la population juive en Israël après le massacre les atrocités du Hamas du 7 octobre, c'est de dire, et je dis dans toute tendance politique confondue, c'est de dire, eh bien, derrière chaque arabe, c'est une affirmation un peu difficile à exprimer, mais chaque arabe, eh bien, se cache en potentiel un terroriste qui un jour peut se dresser et vouloir nous assassiner et profiter d'une situation de faiblesse de l'État d'Israël pour nous assassiner. Qu'est-ce qui fait la différence, on va dire, entre les Arabes, les Palestiniens de la bande de Gaza, les Palestiniens de Judée et de Samarie et les Arabes israéliens? Oui, alors ce sentiment, il vient du fait que pendant longtemps, ces trois groupes de population ont montré leur solidarité. Et lorsqu'il y avait un conflit à Gaza ou en Cisjordanie ou chez les Palestiniens, les Arabes d'Israël montraient immédiatement leur solidarité en manifestant, parfois violemment. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il s'agit finalement de trois groupes qui sont en train de se distinguer. Le Hamas à Gaza devient de plus en plus extrémiste et donc forme un groupe en soi. Les Palestiniens de la Cisjordanie sont plus modérés puisqu'ils ont pendant longtemps soutenu la création d'un État palestinien à côté d'Israël. Et les Arabes israéliens aujourd'hui, qui s'affirment toujours de culture palestinienne, mais affirment aujourd'hui, et pour la première fois, leur identité israélienne, le fait qu'ils font partie de cet État d'Israël et qu'en aucun cas, et ça aussi c'est dit dans le sondage récent, ils n'iraient vivre ailleurs. Et donc là, on voit qu'effectivement, il y a un tournant radical dans les relations entre juifs et arabes d'un côté et entre les différents groupes de Palestiniens qui vivent dans cette région. Et ça, c'est pas seulement dû au choc des crimes, mais c'est dû au fait que la majorité silencieuse des Arabes israéliens commence à prendre le dessus et à montrer sa solidarité au peuple d'Israël. Est-ce que c'est dû essentiellement, dites-moi si je me trompe, peut-être à un processus d'éducation, à savoir que les Arabes, les Palestiniens, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, eh bien, sont éduqués avec les manuels scolaires que l'on connaît, qui insufflent un vent de haine contre les Juifs en général, et tandis que, eh bien, les Arabes israéliens vivent selon le programme de l'éducation nationale, qui est totalement différent. Oui, absolument. C'est un facteur essentiel dans ce contexte-là. L'éducation est importante. Et puis les Arabes israéliens, si vous voulez, ils voient que leur niveau de vie augmente, s'améliore. Il est bien meilleur que celui de leurs voisins, que finalement il y a une cohabitation juif et arabe qui est tout à fait possible. Et donc, ils s'affirment aujourd'hui comme étant d'abord israéliens, avant d'être musulmans et palestiniens. Donc ça, c'est très clair. Et bien sûr, c'est un processus long, qui prend du temps, qui a pris du temps. Pendant longtemps, les Arabes avaient peur, peut-être, d'affirmer leur identité israélienne. Eh bien, aujourd'hui, ils n'ont plus peur. Alors, je vais me mettre à la place de certains de nos auditeurs qui me diront, oui, ils discutent de ce sujet, mais il s'est passé Shomer HaChomot il y a 2 ans, pas plus tard qu'il y a 2 ans, et on a vu on va dire un jaillissement de haine de la part de certains Arabes israéliens qui vivent dans les villes mixtes comme Lod, comme Yafo, et des témoignages de juifs israéliens qui disent nos voisins qui en général sont des gens sympathiques, eh bien se sont dressés contre nous avec une haine qu'on pouvait pas imaginer. Donc il y a aussi un problème là-bas. Alors, absolument. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que le comportement était exemplaire, puisqu'il n'y a pas eu ces réactions cette fois-ci comme il y a eu il y a 2 ans. Mais encore une fois, les réactions d'il y a 2 ans et les réactions habituelles au moment des guerres des Arabes israéliens sont des réactions d'une minorité extrémiste, qui, eux, sont représentés à la Knesset. Mais l'immense majorité silencieuse des Arabes israéliens
n'a pas manifesté en 2021 et ne montre pas sa solidarité systématique avec les Palestiniens. Donc, je crois qu'il faut distinguer très clairement, et c'est là le tournant d'aujourd'hui, c'est que la minorité, les extrémistes israéliens, arabes israéliens deviennent très minoritaires. Ils sont rejetés par l'immense majorité qui, elle, commence à venir sur le devant de la scène. Et on a vu comment des Arabes ont livré des colis à des soldats de Tsahal, ont aidé des familles déplacées. Tout cela, on ne l'aurait pas vu il y a 1 ou 2 ans. Alors, que doit-on faire pour modifier en fait cette représentation des Arabes israéliens au niveau national? On parle beaucoup, vous savez, depuis le 7 octobre, d'un bouleversement au sein de la classe politique en Israël. Est-ce qu'on peut envisager un bouleversement semblable au sein du secteur arabe israélien, avec peut-être la montée à l'échelon national d'élus locaux, d'élus comme par exemple le maire de Nazareth qui depuis longtemps critique l'échelon, enfin les députés des différents partis, de Ram et de la liste arabe unifiée de Hadash Ta'al. Est-ce qu'on peut envisager un bouleversement, une révolution également de ce type? Oui, absolument. C'est par là que ça va passer. Il faut remplacer le leadership actuel. On a vu ça un petit peu lorsque Ram, il y a 2-3 ans, s'est séparé de la liste arabe unifiée pour faire liste séparée et pour s'associer au gouvernement précédent et affirmer clairement qu'il était prêt à faire partie des coalitions gouvernementales. Il faut un nouveau leadership qui fasse davantage place à l'intégration des Arabes israéliens. Il faut que les gouvernements d'Israël écoutent davantage la base des Arabes israéliens, répondent à leurs soucis, à leurs problèmes. Ils ont des problèmes importants de logement, de terrains à construire, d'emploi, de formation professionnelle. Et je crois que c'est justement le moment d'agir là-dessus pour justement profiter de ce momentum et essayer d'intégrer davantage les Arabes d'Israël à la société israélienne. Une question qui peut paraître en fait, ethnique, on va dire. Est-ce qu'il y a une différence entre l'ensemble des Arabes israéliens et les Bédouins? Parce que on a beaucoup parlé des Bédouins, à la fois des Bédouins du sud du Negev dans ces dernières années, du fait qu'ils se rapprochent, que leurs épouses étaient des femmes palestiniennes de Gaza, qu'il y avait une problématique concernant leur engagement. Et puis finalement, on a vu que des Bédouins israéliens ont sauvé des vies humaines le 7 octobre, qu'il y a des Bédouins israéliens des gardes frontières qui ont sauvé aussi, qui ont combattu. Comment on positionne les Bédouins au sein du secteur arabe israélien? Oui, le secteur arabe est un groupe, il faut bien le dire, très hétérogène. Oui. Il comprend des musulmans, dont les Bédouins font partie, mais les Bédouins ont cette particularité que dès le début de la création d'Israël, ils ont accepté de faire l'armée. Et leur intégration par Tsahal a fait qu'ils sont d'une part plus acceptés par les Juifs et qu'ils se ressentent par eux-mêmes faisant partie davantage de la société israélienne. Donc les Bédouins, c'est une minorité musulmane au sein des Arabes israéliens qui a des comportements un petit peu différents de l'ensemble de cette majorité arabe, comme d'ailleurs les chrétiens arabes, qui eux aussi sont beaucoup plus intégrés à la société que ne le sont l'immense majorité des musulmans. Donc je crois que quand on parle des Arabes, il faut distinguer les Bédouins, les chrétiens, les Druzes, qui eux-mêmes ne s'appellent pas des Arabes, mais qui sont très bien intégrés à la société. Et donc on a affaire à un groupe très hétérogène, mais qu'il est très bien, vous avez raison de le souligner, de faire des distinctions et de répondre aux besoins de chacun, aux préoccupations de chacun, parce que c'est ce qui va permettre effectivement leur intégration. Alors, ma dernière question, elle se rapporte à un phénomène dont on a beaucoup parlé depuis le début de l'année 2023 et dont on ne parle quasiment plus depuis le 7 octobre. C'est la délinquance dans le secteur arabe israélien. On avait chiffré cette augmentation massive du nombre d'assassinats, de règlements de compte dans le secteur arabe israélien. Est-ce que tout cela a disparu, s'est envolé presque de manière magique le 7 octobre, ou alors ça continue? Il y a toujours des règlements de compte dans le secteur arabe israélien, mais on n'en parle plus parce qu'on a d'autres préoccupations? Oui, ça n'a pas disparu. La criminalité arabe, elle est liée à des groupes mafieux qui existent toujours, qui pour l'instant se mettent en sourdine,
parce que c'est pas le bon moment pour eux. Mais cette criminalité, cette violence, elle réapparaîtra dès que la situation militaire se calmera. Et là aussi, il faudra prendre les choses en main pour justement profiter de ce moment et essayer d'y mettre un terme. La criminalité, la violence est inhérente à la société arabe. Elle a des raisons sociales, éducatives, structurelles, et il faudra la combattre dès que cette guerre, dès que ce conflit militaire sera terminé, sans aucun doute. Eh bien, Jacques Bendelag, merci beaucoup pour ce tour d'horizon important et pour nous avoir bien clarifié, on va dire, ces changements qui interviennent, importants dans la société arabe-israélienne autour des événements du 7 octobre. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation. Merci Daniel.